Bonjour, bonsoir à toutes et toutes et bienvenue dans cette interview du Mohican de Frédéric Farucci. Joseph, mon oncle. Bonjour. Pierre, mon cousin. Sourire. Voyons, ça commence. L'histoire, c'est celle de Joseph, l'un des derniers bergers du littoral corse, qui se voit faire une offre très intéressante sur son terrain, afin de pouvoir y faire un projet immobilier. Il refuse, sauf que malheureusement, tout ne va pas passer comme prévu, il va finir en traque et sa cousine va essayer de l'aider à travers les réseaux sociaux. Ton terrain nous intéresse. Moi, je travaille sur ce terrain. Regarde un peu autour de toi. Tu vois pas que tu es devenu une anomalie dans le paysage? Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent. Just à cuit. Bon, arrête maintenant, hein. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris? Comme je viens de vous le dire, nous avons eu la chance avec une amie journaliste, Karine31, que vous avez peut-être l'habitude d'écouter si vous êtes un habitué de cette émission. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec son réalisateur, Frédéric Farucci, sur lequel nous sommes revenus à son rapport à la politique, au tournage de ses terres en Corse, de son rapport aux réseaux sociaux, à la lutte et surtout à la question du symbole. Donc voilà, on espère que cet entretien vous plaira. Juste avant qu'il commence, je tiens à faire d'abord des remerciements, comme d'habitude. Remerciements tout d'abord à l'équipe de distribution Advitam qui a permis cette rencontre, l'équipe de l'American Cosmograph et principalement Jérémy, et bien évidemment Frédéric Farucci lui-même pour sa disponibilité. Je tiens aussi à préciser et à m'excuser d'avance pour la qualité du son. Nous avons été dans un hall d'hôtel qui était très passant, donc j'ai essayé de gérer ça au mieux, mais malheureusement il y a un peu des interruptions de temps à autre et un bruit sourd que j'ai réduit quand même, mais qui est présent. Donc j'espère que malgré tout, l'interview sera agréable à écouter et je vous souhaite une bonne écoute. Salut! Retrouve-moi sur le berger, que les gens ne commencent pas à en faire un héros. Frédéric Farucci, bonjour. Bonjour. Vous venez présenter le Mohican ici en avant-première à Toulouse. Nous avons quelques questions à vous poser. On vous remercie déjà pour ce temps que vous nous accordez. Merci de vous intéresser au Mohican. On va commencer par une première question. Dans le dossier de presse, vous évoquez que le Mohican prend à certains égards la forme d'un conte. Ce que je voulais savoir, c'est comment cela se manifeste dans le film et comment cela vous est venu. Est-ce que c'est au cours de l'écriture, au début, durant le montage? Comment cela vous est venu? Le Mohican raconte l'histoire d'un berger qui élève des chèvres sur le littoral, à l'extrême sud de la Corse, dans un endroit où pourraient être construits des golfs, des villas de luxe, des hôtels, toutes ces infrastructures qui uniformisent un territoire, qui attirent une clientèle riche et dépensière l'été, qui deviennent des villages fantômes l'hiver. Et il reçoit un jour la visite d'un homme qui a un projet de ce type-là. Il décide de dire non. C'est une démarche individuelle. À aucun moment il ne la justifie. Simplement, il refuse une proposition qui marquerait et signifierait la fin de son monde. Là où le film prend une dimension de conte, c'est, à mon sens, quand sa nièce décide de donner un contenu politique à ce nom et décide de se battre pour rendre ce combat individuel collectif, et qu'elle parvient via les réseaux sociaux à agréger la jeunesse autour d'elle. J'ai pris cette direction dans l'écriture parce que je crois en la jeunesse, parce que je crois en sa capacité à s'élever contre des injustices, à s'élever contre un monde qui prend des directions pour le moins funestes, mais cet espoir en fait que je nourris en fait, pour l'instant je le vois pas dans les faits en fait. Donc du coup c'est en ça que le film prend une tournure de conte en fait, quand il va dans la direction de mes espoirs. Au niveau de l'aspect politique, c'est un mot qui revient beaucoup dans le dossier de presse, c'est vraiment tout l'aspect politique. Et justement, là, vous parlez par rapport à la confiance que vous avez. Est-ce que, à travers ce film, vous essayez d'avoir comme une sorte de sensibilisation dans le dossier de presse où vous disiez que vous avez l'impression qu'autour de vous, peu ont cette sensibilisation politique que vous essayez de provoquer? Est-ce qu'à travers ce film et le symbole que va devenir ce personnage, vous essayez justement de créer cette sensibilisation? Non, je ne pense pas qu'on puisse avoir ce genre d'ambition pour un film. Effectivement, le cinéma ne m'intéresse que dans la mesure où il est politique. Et je me lance dans un projet quand dans ma vie d'individu, dans ma vie de citoyen, il y a des choses qui me heurtent au point que parfois je suis à court de mots et que j'ai envie d'exprimer ce que je ressens via le cinéma.
Donc, le contenu du film est politique. Je suis heureux si à l'arrivée, ça suscite des discussions, des débats. Avoir l'ambition de changer la société via le cinéma me paraît un peu trop ambitieux, voire même prétentieux de ma part. D'accord, je comprends. Justement, par rapport à cet aspect politique dont vous parlez, moi, ce qui m'interrogeait, c'était de savoir, en dehors du cinéma, d'où ça vous venait cette sensibilisation politique. J'observe le monde autour de moi. Je vis dans ce monde, je vis dans cette époque, et il y a beaucoup de choses qui me déplaisent et qui me heurtent. Donc, j'ai forcément une pensée par rapport à ça, et cette pensée est politique. Il y a quelque chose qui m'a interrogé, c'est que vous dites, encore une fois dans le dossier de presse, que vous avez tenté deux castings, un casting classique et sauvage. Ce que je voulais savoir, c'était comment ça s'était organisé, comment les deux s'étaient organisés. En fait, j'ai pas tenté un casting classique et sauvage, j'ai souhaité avoir un casting mixte. La source du film s'ancre dans le réel, en fait. Ce qui m'a inspiré sont deux documentaires, l'un à propos de ce berger de littoral que j'évoquais avec vous, un autre à propos d'un vétérinaire agricole du centre Corse, et j'avais vraiment envie de nourrir mon film de réel, et pour nourrir le film de réel, j'avais vraiment envie d'aller chercher des vrais gens, en fait, pas forcément que des comédiens, des personnes qui incarneraient ce qu'ils sont dans la vie, dans des scènes que je souhaitais quotidienne, même si ce quotidien est troublé par le parcours du Mohican, par l'intrusion du Mohican dans leur vie. Voilà, j'avais vraiment envie d'aller chercher la justesse du territoire via des individus qui y vivent, qui l'arpentent. Et j'avais envie de mixer ce casting sauvage avec un casting plus classique aussi pour aller chercher des comédiens, pour la plupart corses en fait, avec lesquels j'ai envie de travailler. D'où ce mélange. Ça a été passionnant d'ailleurs de travailler avec à la fois des amateurs et des professionnels, dans la mesure où les amateurs souvent incarnent ce qu'ils sont. Il faut essayer de mettre en scène du quotidien, faire en sorte que la caméra soit peu présente, soit peu visible. Et on sait qu'on a peu de prise avec eux, parce que ce qu'on cherche, c'est du naturel, c'est de la vérité. Donc voilà, il y a toujours un arbitrage sur le plateau afin que les deux soient heureux et fonctionnent. Justement, vous avez parlé de vos inspirations de ces deux personnages. Il y a notamment le personnage de Joseph Terrazzoni, que vous qualifiez de très bavard, alors que le Joseph dans le film, lui, est quasiment mutique. Je veux savoir comment était arrivée cette transition entre ces deux personnages, de quelqu'un de bavard à quelqu'un de assez mutique. Ça c'est quand le réel rencontre le cinéma que j'ai envie de faire, on va dire. J'ai voulu m'inspirer du personnage réel dans ce qu'il a en lui de résistance et de singularité. Après, moi j'aime beaucoup les personnages mutiques, les personnages dont la caractérisation passe plus par le corps et par les comportements. Et donc j'avais envie d'un homme de peu de mots, d'un homme qui agisse plutôt que de parler. Dans votre film, c'est le seul où je vois la mafia intimider les forces de l'ordre. Il y a, avec leur voiture, qui me dit qu'est-ce que tu comptes faire, on va le relâcher, non c'est nous qui passons en premier, non tu peux pas, tu te démerdes, ça tombe pas bon. C'est le seul film France, mais même à l'étranger, je pense que j'ai jamais vu cette scène-là dans d'autres films. Est-ce que vous comprenez la rareté de cette scène ? Alors je n'avais pas conscience du tout de ça. Pour moi, ce personnage de policier a une histoire qui le contraint à collaborer avec une organisation criminelle. Ce sont des choses qui se sont déjà produites par le passé, en Corse et ailleurs. Ce sont deux milieux qui se côtoient régulièrement, et dans cette guerre, dans toute guerre, on a besoin d'informations. Les policiers ont besoin d'informations au sein des organisations criminelles, et ils trouvent des informateurs, et réciproquement. Voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé ce personnage de policier qui n'avait d'autre choix que d'obéir aux ordres que lui donne ce voyou. Mais là, c'est d'une violence. D'habitude, c'est des ordres d'un préfet qui viendrait contredire l'organisation
les forces de l'ordre. Mm. Là, c'est un voyou qui dit tu te démerdes, c'est pas mon problème. Ça va très loin quand même. Ça va très loin. Ouais. La question qui revient, avez-vous eu des difficultés à financer votre film? Donc, ça a été compliqué à financer parce que c'est toujours difficile de financer un film. Vous avez eu un budget de combien au final? J'ai eu un budget d'1 800 000, nous avions besoin de 3 millions d'euros. Donc j'ai dû arracher beaucoup de pages du scénario et aussi prendre la décision de tourner vite, de faire peu de prises, de se déplacer très rapidement. J'avais une équipe très alerte, très mobile et nous avions décidé avec la première assistante et la directrice de production que dès lors qu'on ne pouvait plus enlever de pages au scénario, qu'il était quasiment à l'os, mais ce qu'il fallait faire c'était faire des choix de mise en scène et de temporalité en fait. Donc j'ai accepté ce jeu-là pour faire le film. En fait, là, ce que vous me dites, ça me fait penser à la question par rapport au casting sauvage et classique. Ça fait quelque chose de très organique et de peu de prise, être sur le vif, filmer l'essentiel. C'est vraiment une démarche qui accompagne tout le film en vrai. Oui, complètement. Et dès lors qu'on en accepte le jeu, c'est très joyeux en fait. Et qu'il y a une équipe qui a aussi envie de rentrer dans cette danse. J'avais interviewé Rodrigo Sorogoyen pour Asbestas et quand on voit le terrain où il filme, à chaque fois je me disais mais mon Dieu, où a-t-il mis la caméra et comment est-ce qu'ils ont choisi et même filmé, même un travelling, je me dis c'est pas possible. Et quand j'ai vu votre film, je me suis dit oh ils ont dû en baver aussi. Donc, Rodrigo me disait qu'en fait ce qui était important c'était qu'est-ce qu'on voit à l'image pour filmer bien sûr, mais aussi le confort de l'équipe derrière. Et que si l'équipe elle dit niet ça va pas pour nous, ils changeaient vraiment de lieu. Est-ce que vous ça a été, tous les repérages se sont faits? Oui, les repérages se sont faits avec des membres de l'équipe. Donc, dès lors qu'il y avait une problématique de sécurité, on écartait les décors et on a toujours choisi des décors qui étaient a priori praticables. Moi, j'ai la sensation que c'est un petit peu le rôle des repéreurs et du cinéaste d'identifier des décors qui vont être acceptables pour l'équipe. J'avais une petite équipe, mais pas réduite. Parfois, autour de la caméra, effectivement, on faisait en sorte qu'il n'y ait que les personnes absolument nécessaires. Votre film commence par le témoignage, pardon. D'un personnage qui est interprété par M. Komiti, qui interprète le rôle de M. Kuki. D'accord. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi avoir commencé le film par ce témoignage? Déjà, j'avais très envie que le film commence par un vieux monsieur et finisse par une jeune femme. C'est pas vraiment un témoignage. Le scénario, à la base, était écrit avec un certain nombre de plans face caméra de personnes, des personnages du film qui évoquaient leur vécu de l'aventure du Mohican. Donc c'est que des personnages qu'il avait croisés à un moment ou à un autre ou qui le connaissaient. Ce dispositif, en fait, on y a renoncé pendant le montage parce que, à plein d'endroits, ça ralentissait la narration, ça cassait le rythme. Alors que ça m'intéressait énormément parce que c'était aussi souvent des propos politiques qui étaient tenus par les différents protagonistes. J'y ai renoncé et je n'ai gardé que le premier et le dernier. Voilà, l'ouverture et la fermeture du film qui étaient par contre deux témoignages auxquels je tenais énormément. Parce qu'ils, pour moi, ils se répondent. Il y a eu d'autres scènes qui ont été coupées au montage? Oui, on a coupé des scènes au montage parce que effectivement il y avait une double narration dans ce film, une narration qui est la narration de Trac, on va dire, qui suit Joseph le Mohican, et une narration de la création de la légende par sa nièce qui a un tout autre rythme en fait. Et mêler les deux au montage a été assez complexe. Et donc, il y a beaucoup de scènes de dialogue, des scènes de vie, des scènes d'ambiance qui ont été sacrifiées pour rentrer dans le rythme du film et pour faire un film à l'arrivée. On s'est dit à un moment avec la monteuse qu'il fallait faire un film à l'os, en fait. Et donc, aller vraiment à l'essentiel. Ça me fait penser en fait, à la question par rapport à la représentation que vous faites du réseau social Twitter, parce que du coup, sa nièce, c'est ça? Oui, c'est un réseau social, on va dire, c'est pas forcément Twitter. Ah d'accord, ok, parce qu'en fait, justement, la question c'était, est-ce que c'était par rapport à ce réseau, parce que, par exemple, l'exemple qui m'est venu en tête, c'est ce qui s'est passé en 2020 avec George Floyd, qui lui-même est devenu un symbole. Il y a eu les hashtags Black Lives Matter. Je veux savoir si, à vos yeux, les réseaux sociaux, c'était une nouvelle manière
de lutter? En fait, je me suis posé la question plutôt en termes de légende. Comment on transmet une légende? À l'époque, on transmettait une légende par des histoires racontées autour d'un feu de camp. Il y a eu la folk song aussi, qui a beaucoup servi à ça. D'ailleurs, il y a une référence précise à la folk song et à cette fonction de la folk song dans le film. Mais aujourd'hui, je me suis dit comment faire en sorte qu'une légende naisse et croissent en très peu de temps en fait. Quel est l'endroit où on fait et défait des réputations en un rien de temps? Évidemment, ce sont les réseaux sociaux. Et donc du coup, je me suis dit tiens, et si la nièce de Joseph avait l'idée de donner un contenu politique à sa démarche via les réseaux sociaux et d'essayer de créer du collectif via les réseaux sociaux. D'où le dernier plan. Complètement, exactement. Exactement. Je vais pas te donner d'explication de la fin, surtout pas pour des gens qui n'auraient pas vu le film. Mais il y avait vraiment un désir pour moi, effectivement, de voir un homme qui se fond dans ce qu'il représente. Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment on filme un réseau social? Énormément. Et j'adore ça, filmer des écrans. Je trouve ça assez passionnant. J'ai regardé pas mal de séries, de films qui prenaient les écrans comme thème. J'ai trouvé ma mise en scène en fait que je souhaitais le plus réaliste possible. Et très réussi. Merci beaucoup. Parce qu'elle n'est pas lassante. Je ne sais pas comment l'expliquer. La plupart du temps, quand on filme un écran, il y a pire, c'est apparaître le texto sur l'écran. Ça c'est complètement Voilà. artificiel et c'était hors de question. Et Hors de j'ai dit, question. mais celui-là, c'est le seul où ça tient parce qu'on est en même temps qu'elle, on est en haleine et on ne sait pas ce qu'elle va voir. Alors voilà, moi j'avais envie effectivement, mais de toute façon c'était ma démarche pour tout le film, j'avais envie que le spectateur soit au présent des personnages en fait, et que découvre les choses en même temps qu'eux en fait, qu'il n'y ait pas d'avance ni de retard, et surtout pas de surplomb par rapport aux personnages. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur ce film? C'est le choix qui a été fait de tourner le film avec le manque de moyens, et donc le choix d'accepter de tourner vite, de faire peu de prises, de se déplacer énormément. Donc il y avait une notion parfois de frustration parce qu'on se dit toujours qu'on peut chercher quelque chose en plus dans une scène, que ce soit dans l'interprétation, que ce soit dans la mise en scène. Bon, ça c'était dur des fois d'abandonner des scènes pour passer à une autre parce qu'on n'avait pas le choix. C'était aussi une difficulté physique de se déplacer sans cesse avec un rythme un peu fou. Ce dont vous êtes le plus fier? Ce dont je suis le plus fier, c'est ma collaboration avec Alexis Mananti. D'avoir trouvé ce berger qui est donc un vrai berger de fiction par rapport au berger qu'il avait inspiré, qui est pour moi un mélange de force, de fragilité, de complexité, de sensibilité en fait, de quelqu'un qui s'exprime beaucoup par le corps en fait. Je suis heureux de ce travail qu'on a fait ensemble et de ce personnage qu'on a trouvé. Je pense que pour finir sur une touche de légèreté, votre film est allé à la Mostra de Venise. Et je voulais savoir comment ça s'était passé tout simplement. C'était un moment extraordinaire. Déjà d'être remarqué par un grand festival international tel que la Mostra de Venise, c'est quelque chose de très émouvant. Quand on met le pied sur le Lido, on a vraiment l'impression de fouler une terre de cinéma et de rentrer dans cette histoire. Donc c'était quelque chose de très émouvant. Le public était très très réceptif, la projection était très émouvante. Et donc oui, c'est un moment extraordinaire aussi bien pour les comédiens que pour moi. Bah, super, merci beaucoup pour cet entretien. Le film vient de sortir aujourd'hui, on vous encourage à le découvrir. Encore merci pour votre temps. Merci à vous.